Bonjour à toutes et à tous, je suis Séverine Bellina. Bienvenue dans cette nouvelle web conférence organisée par VK en partenariat avec SMAC l'assurance, assureur solidaire et engagé, créé par et pour les élus, qui accompagne depuis près de 50 ans les collectivités et les territoires. En complément de ces contrats d'assurance, la SMAC l'assurance développe une gamme de services et d'outils qui permettent aux décideurs territoriaux d'appréhender leurs risques et de mettre en place des plans d'action. Cette webconférence est également organisée en partenariat avec l'Association des ingénieurs et ingénieurs en chef territoriaux de France. Les adhérents de l'AITF, au travers de quelques 120 métiers, accompagnent les élus pour promouvoir les politiques appropriées aux besoins des territoires et des citoyens et de la complexité grandissante des projets dont on va notamment parler aujourd'hui. SMAC l'assurance a publié en novembre dernier, en partenariat avec le Courrier des maires, une étude sur les collectivités et les élus face aux risques, avec un zoom particulier sur la transition écologique. Il ressort très clairement de cette étude que 2 sur 3 répondants, qui sont des élus, DGS et DGA, estiment que l'écologie est au cœur des priorités du mandat actuel, et 65% de ces mêmes répondants estiment que le mandat en cours est celui de l'action écologique et climatique. À l'issue de cette année 2022, particulièrement marquée par des phénomènes climatiques de grande ampleur, l'heure n'est effectivement plus au constat, mais à l'action. Les réglementations se multiplient et dans les territoires, la concrétisation de la transition écologique s'intensifie. Comme vous le savez, elle mobilise élus, agents publics et autres acteurs du territoire. Concrètement, la mise en œuvre de solutions techniques pose de nombreux défis aux acteurs locaux, aux collectivités locales. Les nouveaux matériaux qui sont utilisés engendrent-ils de nouveaux risques en fonction de leur nature, de leurs origines? Comment identifier ces risques? Qu'est-ce que ça suppose en termes d'évolution de métier? Ces solutions techniques concentrent autour d'elles une diversité de disciplines. Comment se réorganiser pour agir à plusieurs acteurs pour définir ces solutions techniques et ne pas oublier aucune contrainte, celle liée à la transition écologique, mais les précédentes également. Alors, pour en parler, 2 intervenants sont avec nous. Véronique Havé, directrice des constructions chez Métropole de Toulon-Provence Méditerranée, qui est également animatrice du groupe de travail Architecture et bâtiments de l'AITF. Également Martin Dizière, chef de pôle technique et de l'aménagement durable de la ville du Haillan, et qui est également animateur national du groupe de travail Direction des services techniques de l'AITF. Ils répondront donc à ces questions. Mais comme vous le savez, la priorité de ces visioconférences est avant tout de répondre à vos questions. N'hésitez donc pas à les poser par l'intermédiaire de l'onglet questions qui se trouve en bas à droite de votre écran via l'interface Livestorm. Nos intervenants feront bien évidemment leur possible pour y répondre. Enfin, et comme toujours, nous vous informons que cette conférence donnera lieu à un enregistrement qui sera mis en ligne et qui vous sera envoyé, dont le lien vous sera envoyé par mail dans les jours à venir. Avant d'écouter Martin Dizière dans un premier temps, je vous propose de répondre à la question sondage suivante. Dans votre collectivité, quels sont les freins principaux à la mise en œuvre de la transition écologique? Sont-ils d'ordre politique, liés à la population, c'est-à-dire à l'acceptation finalement des projets et des décisions qui sont prises, ou sont-ils d'ordre technique? En attendant vos réponses, je me retourne vers vous, Martin Dizière. Vous m'expliquiez lors de la préparation de cette webconférence que les collectivités locales sont aujourd'hui, on l'a vu en 2022, tenues de gérer les conséquences de la transition et également d'agir. Les lois se multiplient, les obligations réglementaires et on doit expérimenter la mise en œuvre de solutions techniques sur le terrain. Alors dites-nous, quels sont les enjeux de la définition de ces solutions techniques? Et on va le voir, elles sont loin d'être uniquement techniques. Alors, les résultats du sondage arrivent, je vous les communiquerai dans quelques secondes. Je vous passe la parole, Martin Dizière. Oui, merci Séverine. Bonjour à tous. Donc oui, en introduction déjà, quand nous avons abordé avec les organisateurs
ce sujet est vraiment très vaste sur la transition écologique. Le premier écho que cela a fait, pour moi, ça a été de définir qu'est-ce qu'on entendait par transition écologique et à quel point actuellement nos collectivités et nos territoires sont les acteurs clés pour le déploiement et sa mise en œuvre. Et très souvent, on risque de confondre transition écologique avec la transition énergétique. Donc c'est pour ça qu'en première introduction, là, je voulais redéfinir un peu rapidement pour vous ce que nous, au sein du groupe de travail DST de l'ITF, on entendait par cette transition écologique. À la fois donc quelque chose qui touche notre société, donc cette construction d'une humanité bas carbone ou de société bas carbone, des territoires qui font une société qui fait partie du vivant, donc avec un enjeu fort sur la protection du vivant et au sein d'une terre qui est finie, donc avec tout ce qui va qui va toucher l'économie de ressources. C'est vraiment avec ces trois aspects-là, la société, le vivant, enfin intégré dans du vivant, sur une planète qui est finie, qui, voilà, qui selon moi, fait vraiment écho à ce terme de transition écologique. On connaît tous, en tout cas pour la plupart d'entre nous, les différents scénarios qui ont été édictés ou qui ont été proposés. Alors dans les plus anciens, il y a le scénario Négawatt qui fait partie des associations pionnières un peu dans cette démarche qui était très axée sur le changement climatique et là qui s'ouvre, enfin qui à chaque élection présidentielle actualise son scénario. On a le scénario ADEME 2050 qui lui vraiment englobe ces trois piliers de cette transition écologique, tout ce qui est démarche éviter, réduire, compenser, et puis il y en a d'autres. On a pensé par exemple à tout ce qui concernait le scénario de RTE, qui voilà, et d'autres. Enfin, voilà, on a vraiment une panoplie actuellement d'approches pour parler de cette transition écologique. Alors, en quoi, une fois que j'ai dit ça, en quoi est-ce que ça fait le lien avec le sujet d'aujourd'hui et sur ce côté-là d'expérimenter et de, de réussir à mettre en œuvre cette transition écologique? Alors Martin, Oui, je me permets d'intervenir puisque j'ai obtenu les résultats du sondage et je oui, pense qu'ils ne vous surprendront pas tous les deux, puisque nos auditrices et nos auditeurs estiment à 51% que les principaux obstacles sont d'ordre technique. Ça tombe bien, c'est ce dont on parle aujourd'hui. Quant à la population, la notion d'acceptation 20% et politique 30%. Mais je sais que vous allez en parler également de cette dimension oui, politique. Je vous repasse la parole. oui. Ah, c'est toujours intéressant, oui, de voir voilà, quel est un peu le ressenti. Quelque part, on pourrait dire c'est le frein, il est lié. Hein. C'est-à-dire que Oui. on va avoir un frein politique qui peut être basé sur un frein de l'acceptation de la population. Et le frein technique, c'est vrai il est prégnant et il est clair. Je voulais donner comme exemple, c'était sur la mise en œuvre de nouveaux matériaux, là, sur la partie économie de ressources et économie circulaire. On voit à quel point on a de nouveaux matériaux qui apparaissent. J'en donne un exemple, par exemple le pisé, qui est un nouveau matériau, qui est un matériau très ancien, mais une technique que l'on remet au goût du jour. Et j'ai eu un exemple de la construction d'un ERP, un établissement recevant du public, fait en pisé avec une grosse contrainte pour obtenir en fait la certification et la validation du bureau de contrôle. Voilà, Mhm. on a eu du mal à trouver un bureau de contrôle qui accepte d'utiliser pourtant cette technique qui date, qui est très ancienne, mais de la mettre au goût du jour avec notre niveau d'exigence à la fois de certification, de respect de la réglementation. Et c'est là où, voilà, c'était un peu pour illustrer cet aspect pour expérimenter, bah, il faut déjà tenter, voilà, faut avoir l'idée, avoir l'impulsion, d'où un appui politique fort, hein, parce que ça va prendre plus de temps et on augmente les risques, mais il ne faut pas avoir peur d'y aller. Et après, il faut réussir voilà,
à créer des partenariats avec des bureaux de contrôle. Alors, un autre exemple que je mettais là dans le titre, c'est aussi avec les SDIS, avec les pompiers, hein, quand ils vont venir donner leur avis, histoire d'avoir un avis favorable sur les permis de construire. C'est aussi une étape importante voilà, qu'il faut pas oublier. Je pense par exemple sur la construction en ossature bois, là j'ai un exemple d'un parking P+R en ossature bois, bah, c'est pas automatique, voilà, ça va dépendre du référentiel qui est donné par le SDIS départemental et il y a souvent des discussions, enfin, en tout cas à mettre en œuvre. Alors, je vais peut-être passer sur la diapo suivante pour dire justement, dans cette transition écologique à mettre en œuvre, on voit bien que le frein principal, quand on parle de frein principal issu de la technique, c'est qu'on a une multiplicité d'enjeux et que on a été formés, nous les ingénieurs, à avoir une approche assez sectorielle. On a des spécialistes de la construction, des spécialistes de l'énergie, de l'eau, Mmh. on a des écologues, on a voilà. Et là, on se rend compte que pour mettre en œuvre cette transition écologique, on est obligé maintenant de rentrer dans un monde complexe et de prendre les interactions entre l'ensemble de ces. Voilà, j'ai donné quelques gros cercles, on va dire, mais on voit bien que pour faire une construction, ben oui, il faut qu'elle soit accessible. On va essayer d'avoir des matériaux locaux, j'en ai parlé, mais d'intégrer aussi la gestion de l'eau. On voit avec la réglementation environnementale 2020 que la dimension énergie est de plus en plus forte. Et avec la crise énergétique actuelle, c'est certes une contrainte très forte, mais il faut vraiment qu'on puisse s'appuyer sur la situation actuelle pour passer peut-être à la vitesse supérieure. Et au centre, bien sûr, les usagers qui alors étaient pas peut-être pas oubliés, mais là il y a une inversion de valeur, une inversion de priorité, en disant c'est vraiment pour optimiser notre travail de technicien, d'ingénieur, de vraiment repartir des usagers pour pouvoir construire l'ensemble. Et un petit rappel sur le climat qui nous englobe tous et voilà, qui a un impact sur l'ensemble. Alors, un autre petit exemple, si voilà, j'ai encore un tout petit peu de Oui, temps, oui, oui. par, par rapport au cycle de l'eau, je vois, enfin, on voit bien actuellement il y a vraiment une approche transversale qui est en train d'émerger entre les métiers des réseaux, les métiers des espaces verts. On voit beaucoup de métropoles qui se lancent dans des plans de millions d'arbres à planter. Et on se dit, par exemple, la place de l'arbre dans la ville, la nature en ville, comment est-ce qu'on fait pour planter des arbres? En planter un, on sait, en planter 1 million, ça devient plus compliqué. Mmh. Et le planter de manière intelligente, ben voilà, ça questionne les réseaux, ça questionne enfin, les réseaux secs, réseaux d'eau, assainissement, et la place des espaces verts, même la position des espaces verts par rapport à la chaussée. Voilà, on se rend compte que on est obligé de questionner nos spécialités et de faire que les spécialistes se parlent entre eux. Et si je puis me permettre, est-ce que vous ajoutez également une notion de projection dans un temps plus long finalement, quand vous concevez ces solutions techniques aujourd'hui? C'est-à-dire qu'il ne s'agisse pas de répondre à une obligation réglementaire, à une solution à l'instant T quand on met en place un bâtiment ou autre, mais on doit se projeter dans le plus long terme pour voir quels en seront les impacts. Tout à fait, et ça fait aussi écho à cette démarche-là, j'appelais ERC ou de stratégie, de pas éviter à ne pas faire. C'est peut-être déjà la 1re étape de se dire: «Est-ce qu'on est obligé de faire?» Et peut-être éviter de construire, éviter d'aménager quelque chose. Je pense par exemple à un entretien de trottoir. Est-ce que le trottoir, oui, il doit être accessible, mais est-ce qu'il faut l'entretenir, enfin à quelle fréquence? Quel est le niveau d'attente des usagers et de la collectivité? Pour après, quand on s'engage dans l'action, de s'engager dans de l'action plus efficace, plus sur un plan d'action dans du moyen long terme, et un plan d'action qui inclut la partie durable. Donc le 3e volet, on va dire, de la démarche négawatts, pour dire réduire efficacité et renouvelable.
le dernier, voilà, dernière diapo pour cette partie-là, c'est l'aboutissement quelque part de cette transversalité fait que transversalité entre ingénieurs, entre spécialistes, euh, nous amène à avoir une approche d'acculturation commune à l'ensemble de ces enjeux. On commence, nous, ingénieurs, enfin on commence, il y en a certains qui l'ont déjà bien initié, mais c'est en train de se diffuser dans nos métiers, à avoir cette approche globale du territoire et de ces enjeux de la transition écologique. Mais il faut réussir à embarquer toute la collectivité et tout le territoire. Là, ce qui remplace l'usager, c'est comme élément central, c'est cette participation citoyenne, donc de réussir à impliquer les citoyens dans les projets, d'avoir le soutien bien sûr de la direction générale et de nos autres services. Euh, dans les exemples, on parlait de schéma directeur immobilier qui donnait un peu qui donne une stratégie pour une mise en place de la transition écologique sur la partie patrimoine bâti. Si on n'arrive pas à impliquer les services des autres, enfin les services à la population et les services vie associative, scolaire, on ne va pas y arriver tout seul. Donc, il faut vraiment avoir cette approche, en synergie. Et puis après, j'en parlais un petit peu là au début sur se faire accompagner, réussir à convaincre des bureaux de contrôle ou même des architectes. On voit bien que pour par exemple mettre en place du réemploi sur un projet de construction, c'est bien de le mettre dans le cahier des charges auprès des architectes. C'est encore mieux de prendre un assistant à maîtrise d'ouvrage qui va venir en fait nous accompagner pour réellement mettre en œuvre ce réemploi et passer de la théorie, voilà, ou du souhait de le mettre en place et dans l'effectivité en fait dans l'effectivité de la démarche. Alors, avant de passer la parole à Véronique Havé, un commentaire nous vient et il est directement lié à ce que vous venez de dire. Euh, Au sujet d'une illustration très précise de ce que vous disiez en termes de déploiement d'une solution technique, notamment au niveau des énergies renouvelables. Alors, c'est un sujet qui revient sur les panneaux photovoltaïques. La personne nous dit, donc, nous avons beaucoup de mal à faire valider les dispositifs de pose de centrales photovoltaïques en toiture de RP. Pour les collèges, par exemple, avec des toitures en terre cuite ou ardoise en particulier. Parce que nous ne parvenons pas à obtenir d'avis technique. Qu'est-ce que vous en pensez? Et ça me permet de faire la transition aussi après avec Véronique Havé, si vous aviez terminé votre propos. Alors, j'avais terminé mon propos, je dirais juste, avant de passer la parole à Véronique, c'est vrai que pour avoir des avis techniques, il faut peut-être aller de temps en temps jusque à ceux qui les donnent, donc jusqu'au CSTB. Euh, Il y a, de mon expérience, je sais que c'est souvent les SDIS qui mettent un frein par rapport au risque incendie, mais on n'a pas forcément les mêmes avis de département en département. Là aussi, on peut essayer de faire remonter auprès du ministère alors ce sont des démarches plus longues, c'est pour ça qu'il y avait ce côté d'expérimentation, mais voilà, de temps en temps, on peut aller jusqu'à avoir un avis du CSTB, mais je laisse Véronique. Oui, en fait, on peut faire des ATEX. Moi, sur des projets expérimentaux où justement on essaye de mettre, je vais développer un peu le bâtiment durable, mais on a essayé de faire du GBE, c'est-à-dire c'est du béton, qui est du béton, l'isolant au milieu, le béton en extérieur. On a demandé un ATEX avant d'avoir les avis techniques et c'est vrai que c'est un peu plus long. Donc, il faut pouvoir commencer les démarches un peu avant. Mais ça s'obtient. Et par rapport aux panneaux photovoltaïques, c'est le SDIS qui en fait considère que quand ils vont venir pour l'incendie, ils pourront pas couper les panneaux photovoltaïques, donc ils n'arriveront pas à maîtriser l'incendie. Donc c'est ce qui nous arrête, mais aujourd'hui, on a trouvé des systèmes de clapets à certains endroits. Si on arrive à couper l'apport d'énergie, si on arrive à leur prouver qu'il n'y a plus d'apport, ils peuvent éventuellement valider le projet, le SDIS. Mais c'est très compliqué. Voilà. Très bien. On n'y est pas encore. Merci de ces
ces précisions, ce qui confirme ce que Martin Dizière nous expliquait, hein, à savoir la nécessité de coopérer entre les acteurs sur le territoire et entre les spécialités. Donc finalement, à la question quels sont les enjeux de la mise en place et la définition de ces solutions techniques, hein, Martin, vous nous avez répondu en nous disant que finalement, avant tout, c'était un enjeu de coopération et d'acculturation entre acteurs. Alors, sur cette transversalité des enjeux qui se croisent au sein d'une même solution technique et que vient de développer Martin Dizière, Véronica V, vous allez nous proposer un exemple très précis d'outils ou de modalités d'intervention qui permet justement de minimiser les risques de mise en œuvre de matériaux nouveaux ou d'innovation technologique, et en plus d'avoir cet impact intégré dont a parlé Martin Dizière. Je vous donne la parole donc sur ce modèle de bâtiment méditerranéen durable. Alors. Donc, pour présenter un petit peu, si on peut passer la diapo suivante, comme ça donne quelques essais. Alors, donc en fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, pour répondre à la transition écologique, pour répondre à cette expérimentation et pour pouvoir produire des projets, et on essaye de se raccrocher. On a essayé de faire un label qui s'appelle le bâtiment durable méditerranéen, mais qu'on retrouve aussi à Paris, qui s'appelle Ecopolis, ou qu'on retrouve en Occitanie, qui s'appelle BD bâtiment durable Occitanie, ou même près de Bordeaux, quoi. Ces labels, on le retrouve sur différentes régions en France pour qu'ils soient appropriés au territoire. Puisqu'en fait, le but de ces labels, c'est de ne plus avoir 14 cibles comme on avait avec la haute qualité environnementale, mais c'est d'avoir des cibles, 6 cibles, mais très précises, de travailler avec le territoire. C'est-à-dire que suivant le quartier où on va s'insérer, on va respecter vraiment énormément les habitudes. Même on peut faire des enquêtes auprès de la population avant de faire le projet. Ensuite, on va essayer de travailler sur les matériaux, sur l'énergie, le confort et la santé, le social et l'économie et l'eau. Et donc, pour vous donner des exemples, par exemple, sur la partie côté territoire, par exemple, sur un quartier, on a fait un projet où on a intégré, on a fait venir les élèves, on avait par exemple, des chantiers archéologiques, mais on a fait venir les élèves des écoles qui étaient autour. On a fait de l'animation avant que le chantier démarre pour montrer que ce site en centre-ville, parce que quand on construit en ville, on construit toujours sur la ville. Donc, c'est vraiment du bâtiment durable. C'est répondre à la transition écologique en ne continuant pas à polluer l'espace, quoi. On récupère l'espace existant et on reconstruit sur lui. Donc, ou par exemple, sur d'autres projets, par rapport au territoire, on a décidé de vraiment rester, c'est un projet sur une école, vous verrez une photo plus loin, de rester dans l'esprit de l'école Jules Ferry et donc de s'intégrer à l'église qui était à côté, au bâtiment, restant dans les proportions des bâtiments autour. Donc ça, c'est vraiment aller très près du territoire. Donc, juste au préalable, ce genre de label, on passe en commission. Et donc après, je vous expliquerai un peu les formations, mais c'est des commissions où il n'y a pas que les gens qui font le projet. C'est des commissions qui disent ça marche pas. Vous avez des écologues, vous avez des architectes, et des gens qui font les projets. Et les gens utilisent par exemple, nous, pour un gros projet que j'ai fait sur la métropole de Toulon-Provence-Méditerranée, on a attendu qu'un lycée soit réalisé en région Marseille, sur la région de Marseille, parce qu'on voulait utiliser le même process qui est du GBE sur notre projet. Parce qu'en fait, on a travaillé avec un béton bas carbone, c'est-à-dire que les graviers venaient de la carrière qui était à 5 km de la ville. Et donc, du coup, ce béton, au départ, on n'avait pas l'avis technique, on n'avait que la texte. Donc, par contre, on a profité du temps des études et du chantier pour faire des expérimentations sur le chantier et pour pouvoir passer en avis technique. Ce qui fait que même grâce à nous, le lycée qui avait été produit juste avant a permis d'avoir aussi l'avis technique. Parce que je comprends qu'on a fait des cheminées solaires, on a fait des projets compliqués, de ne pas avoir les avis techniques, on n'a pas les assurances derrière. Donc, c'est très important d'avoir des ATEX ou des avis techniques, sinon on n'est pas couvert au niveau de la responsabilité des projets. Donc, pour en revenir au label BDM, donc on a aussi les matériaux. Donc, par exemple, on a fait des projets avec voilà ce que je disais, des graviers qui viennent de la carrière,
carrière et finalement, en faisant des bâtiments en béton, ça peut être du béton bas carbone. On a fait des bâtiments en pierre, donc en utilisant des carrières qui étaient dans le département voisin, ou de faire venir. Et en fait, on s'est rendu compte que la pierre, pour faire un conservatoire, ça pouvait être très intéressant au niveau de la durabilité des matériaux, mais c'est pareil, on était en ATEX avant de devenir en avis technique. Hein. On a donc, je veux dire, au niveau des matériaux, et puis par exemple, quand on démolit, utiliser les matériaux qu'on crée par la démolition pour en faire de la structure de chaussée, les bureaux de contrôle ne nous le valident pas toujours Oui. parce que pour faire la structure lourde, c'est compliqué. Donc là aussi, je sais qu'on n'a pas encore les avis techniques dessus, mais je pense qu'on les aura parce que tous actuellement, on réutilise les matériaux des démolitions. C'est très important d'arriver à ne pas polluer plus l'espace, quoi. Arriver à récupérer avoir des cycles continus. Donc, c'est vrai qu'on se rend compte qu'au niveau des matériaux, on peut faire beaucoup de choses. Même les toitures végétalisées qui vont permettre au lieu de faire des grands bassins de rétention, on fait par exemple aujourd'hui, il existe des bassins, des toitures végétalisées qui sont sur des bassins et donc l'eau permet d'être utilisée pour la végétation, mais en même temps, ça nous fait bassin de rétention. Alors, Véronique avait sur cette question du réemploi des matériaux de construction, nous avons un retour qui invoque l'enjeu économique. Je voudrais avoir vos points de vue sur cela. On nous dit les acteurs de l'économie sociale et solidaire, souvent impliqués donc dans le réemploi des matériaux de construction, doivent également progresser sur leur approche économique parce que le réemploi doit globalement pouvoir être concurrentiel avec l'utilisation de matériaux neufs. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a du mal quand on réemploie. Nous, je vois, on réemploie sur nos projets. Mais c'est vrai que les entreprises ne savent pas valoriser actuellement. Mais comme on est de plus en plus obligé de mettre des critères de développement durable, on peut le mettre aujourd'hui dans les critères de développement durable. C'est très récent parce que c'est vrai qu'ils nous font payer ce qu'ils font, mais ils nous estiment jamais quand ils réemploient un matériau ou quand ils vont, nous, par exemple, sur des chantiers de sites archéologiques, on va garder certaines pierres. On le réutilise sur nos chantiers parce que de toute façon, eux, ils n'arriveront pas. Mais ça pourrait être valorisé. Je pense que là, il y a une piste. Et ce que nous autorise aujourd'hui la commande publique, les nouveaux décrets, c'est qu'en fait, on va pouvoir utiliser par des critères de sélection de développement durable, on va pouvoir juger l'entreprise si elle est bonne ou pas dans le réemploi des matériaux. Je pense que c'est en train de changer. Merci. Donc oui, peut-être on peut passer à la diapo suivante pour que je continue. Voilà, donc sur les enjeux, voilà, donc c'était l'intégration de l'architecture des bâtiments, par exemple, conservés. Ensuite, suivant le projet, là, ce que vous voyez en photo, c'est un bâtiment en pierre, un conservatoire de musique qui a été inséré à côté d'une église. Donc on va voir aussi la maîtrise de l'énergie qu'on va prendre comme une source importante. Il y a des projets où on a fait des cheminées solaires. Mais c'est vrai que, par exemple, la cheminée solaire aujourd'hui, je suis d'accord avec vous, on n'a pas eu l'avis technique dessus. Donc, c'était en plus, mais on n'a pas pu le prendre comme un élément qui était important dans le projet. Donc, ça, c'est des choses où on est en train d'évoluer. Ensuite, on a, par exemple, l'acoustique qui est très, très importante pour des projets où on est toujours sur le confort et la santé. Donc, ça, c'est un label aussi qui fait que, par exemple, on va réutiliser les eaux usées pour arroser les patios, par exemple, ou des choses comme ça. Mais par contre, aujourd'hui, s'il y a des enfants dans l'établissement, on ne peut pas le faire parce que il y a des risques par rapport. Donc, c'est vrai que les réglementations doivent évoluer ensemble. Des fois, on avance, mais d'autres réglementations, moi, je sais qu'il y a des choses qu'on peut faire, mais on ne va pas le mettre dans nos conservatoires de musique ou dans nos écoles parce que là, c'est la santé qui l'autorisera pas. Voilà. Et donc ensuite, on a encore 2 labels qui sont importants, qui permettent le social et je disais tout ce qui est social, donc parce qu'on met beaucoup dans les projets aujourd'hui de la réinsertion. Nous, depuis 20 ans maintenant, et on a réussi à voir, le fait de mettre de la réinsertion, on se rend compte que sur 1 ou 2 projets, on va chaque fois réussir à quelqu'un va découvrir un métier ou quelqu'un. Et puis aujourd'hui, moi, je vois les entreprises sur le territoire de la métropole dans le Var, là, sont habitués puisque ça fait 20 ans qu'on leur met les critères de réinsertion. Des fois, ils en ont que 5%. Si on voit que ça peut être, par exemple, quand on fait des chantiers avec où il y a de la pierre, où il y a, on travaille sur des sites historiques, les chantiers de réinsertion,
s'adapte très bien parce qu'il y a beaucoup de tailleurs de pierre, c'est des compagnons du devoir qui vont former des jeunes et donc on se rend compte que, moi en discutant, il n'y a pas très longtemps avec des jeunes qui venaient de découvrir ce que c'était la pierre, ils ont trouvé ça fantastique et ça a été leur, voilà. Donc je veux dire, on se rend compte qu'aussi, parce qu'on va obliger les entreprises à insérer ce critère, elles vont répondre, au début elles vont râler, mais finalement, on va sauver, on va réussir à orienter certaines personnes à faire passer cet amour de la pierre ou cette passion de construire, puisqu'en fait, c'est vrai que les constructeurs sont quand même des passionnés, hein. On le voit. Et donc, pour finir, je voulais aussi parler donc tout ce qui est l'eau, bien sûr, c'est un des cycles Voilà, vous très avez une importants. question à ce propos, j'attendais de vous la poser. Allez-y, puis je vous la poserai après. Donc, c'est vrai que l'eau, aujourd'hui, c'est un critère très, très important. Donc, c'est aussi renaturer, hein, essayer d'avoir des sols plus perméables, mais aussi maîtriser notre cycle d'eau. Voilà, donc on sait qu'on a plein de choses aujourd'hui, mais on n'a pas toujours les labels. Quelle était la question Alors justement, c'était comment améliorer la gestion des eaux pluviales. Vous venez de Alors, développer, voilà. voilà, donc du coup, c'est vrai que pour la gestion des eaux pluviales, on essaye de travailler, nous, sur des sites, même en centre-ville, on a réussi à faire des sites qui, en fait, nos pelouses sont des bassins d'orage. Donc, ça permet excusez-moi, 3 minutes. Ça y est. Voilà. Oui, ça nous permet d'avoir des bassins d'orage où, par exemple, par rapport au cycle de l'eau, on va utiliser pour l'arrosage. On fait, par exemple, dans nos stades, on va faire des bâches et les bâches, on les réutilise. Donc, au maximum, on essaye de travailler avec ce qu'on peut récupérer. Et surtout, nous, on est une région dans le sud où il n'y a pas beaucoup d'eau. Donc, c'est vraiment une denrée rare. Donc, et après, on travaille sur des jardins qui sont avec des espèces qui sont qui consomment peu d'eau aussi, hein. On essaye de travailler sur tous les éléments et par rapport à l'amélioration de la gestion des eaux pluviales sur nos sites sensibles, c'est vraiment par rapport au bassin d'orage, c'est vraiment des éléments très importants, ouais. Alors quelqu'un, un auditeur ou une auditrice nous dit, pour répondre également à cette question-là, que minimiser les imperméabilisations et viser le zéro rejet, c'est la base des solutions. Oui, mais en ville, c'est tout à fait. Mais en ville, c'est très difficile. Donc du coup, c'est pour ça qu'on essaye d'avoir des grandes parties en stabilisé, par exemple. Comme ça, vous avez, c'est quelqu'un connaît tout le monde, c'est à Lyon, à la place Bellecour, la grande place au centre, c'est du stabilisé, donc elle est perméable. Et aujourd'hui, on essaye chaque fois de replanter déjà pour faire diminuer la température. Nous, dans le sud, quand on fait des jardins, on fait énormément de bassins. En fait, c'est réutiliser ce qui était fait il y a des dizaines, des centaines d'années, hein. C'est qu'en fait, quand l'air passe près d'un bassin, ça va rafraîchir la température et finalement l'eau nous permet de baisser en température. Et en même temps, comme c'est chaque fois des eaux recyclées, on s'en sert aussi pour l'arrosage, pour tous ces éléments-là. Donc, c'est vrai que ne pas du tout imperméabiliser, c'est difficile parce que où passent les voitures et les camions, il y en aura. Il faut quand même qu'on mette un petit peu d'enrobé avec des bassins pour les hydrocarbures. Mais par contre, c'est vrai que oui, c'est l'enjeu. Tout ce qu'on peut, c'est l'enjeu. Aujourd'hui, on est planté en même temps. C'est les enjeux qui nous permettront de baisser en température aussi nos cœurs d'îlots. Très bien. Si vous avez terminé votre propos sur ce label BDM. Alors oui, c'est un label quand même qui est aujourd'hui, on est beaucoup de régions en France donc à le porter, hein. C'est un réseau national. Vous allez sur toutes les régions. Alors c'est pas toujours des noms parce que chacun s'est approprié. Par exemple, pour nous dans le sud, ce qui est important, c'est l'orientation par rapport à l'ouest, alors que dans le nord, ils n'ont pas du tout les mêmes préoccupations. Donc c'est vrai que nous, par exemple, il y a certains types de chauffage, c'est bien pour le nord, mais c'est pas pour le sud. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a identifié ces labels par territoire. Et les commissions qui sont organisées en fait, c'est pas des commissions avec des administratifs. Dans ces commissions, il y a des écologues, il y a des architectes, il y a des thermiciens et c'est des gens qui travaillent en bureau d'études et qui travaillent dans les entreprises et quand les entreprises viennent présenter leurs projets en commission, il y a toujours un avantage parce que, des fois, il y a, rien, on va mettre des ruches sur le toit. Bon, c'est pas très intéressant. Mais
aujourd'hui, on arrive à produire pas mal de miel en ville, alors que même encore il y a 5 ans, ça se faisait pas. Donc juste pour dire que les acteurs, en présentant leur projet à d'autres acteurs, ça les enrichit, ils sont intéressés puisqu'en fait, ils aiment revenir parce qu'en fait, on est très seul souvent dans son entreprise ou dans ces métiers-là de construction et donc ça leur permet d'avoir un vrai échange avec les d'autres constructeurs qui ont les mêmes problématiques. On parlait du SDIS tout à l'heure, mais c'est vrai que d moi, je vois tous les projets, c'est très compliqué. Après, des fois, on a le permis de construire et puis au moment de la livraison, le SDIS nous demande encore des nouvelles choses parce que, aujourd'hui, il y a eu tel incendie ou tel problème et au niveau sécurité incendie et on n'a pas que ça aujourd'hui, on a la sûreté. Donc on a des commissions de sûreté. Pour les ERP, on doit passer devant la police nationale, c'est en préfecture et on doit présenter par rapport au terrorisme comment on se protège sur les sites. Donc il y a des enjeux aussi qui sont très importants et donc c'est vrai que ça permet de se donner aussi et d'avoir des pistes. Les uns disent: Ça, ça a bien marché, ça a pas marché» et ça permet d'avoir un vrai échange entre professionnels. Alors, Donc et ça, ces commissions-là ont lieu dans toutes les régions d'accord. par rapport à chaque label. Ce qui est intéressant, pardon, avec cette présentation, c'est un point que nous avions vu lorsque nous avons préparé cette visioconférence, c'est l'idée que finalement, la définition de ces solutions techniques pour la transition écologique, si on anticipe les risques, elle nous conduit à avoir des réponses diversifiées selon les territoires, parce qu'on part des besoins, mais aussi du contexte et du territoire. Et ça nous force donc à expérimenter dans un cadre réglementaire qui se multiplie et qui se croisent avec de nombreuses contraintes sur une même solution technique, et donc de coopérer. On arrive donc au troisième temps de notre webconférence, si vous en êtes d'accord, qui est celui de l'enjeu de la formation. Et vous me parliez tout à l'heure justement des commissions qui avaient lieu avec le BDM. Véronique Havet, vous allez revenir. Cette formation également se fait en pluri-acteurs, si j'ai bien compris. Alors, la prise en compte de cette transversalité, on a vu qu'il y avait des outils pour la mettre en œuvre, pour mesurer cet impact, pour être bien sûr que notre solution technique prend toutes les contraintes en compte. Ces enjeux se croisant autour d'une solution posent également la question de la formation des spécialistes, que ce soit vous, les ingénieurs, mais aussi les élus, les DGS. Et aussi, vous teniez à le mentionner, un enjeu de gouvernance ou de management, c'est-à-dire aujourd'hui, l'acteur technique, les techniciens en support doivent être davantage écoutés. Et puis, nous avons quelques questions auxquelles répondre après vous avoir écouté sur cet enjeu de la formation, tous les deux, Martin et Véronique. Je ne sais pas qui souhaite commencer. Peut-être Véronique pour terminer votre Oui, présentation. comme ça, je terminais. Oui, voilà. Donc, du coup, comment ça se passe, le fait de présenter son projet? C'est-à-dire qu'on va monter un projet. Ça peut être un gros projet, ça peut être un petit projet. C'est pas un problème d'échelle. Il y a aussi bien des maisons individuelles qui vont passer. C'est pour ça que c'est intéressant parce qu'il y a un échange. Il n'y a pas que des collectivités. Il y a aussi ceux qui construisent, qui sont là pour le besoin des utilisateurs. Et en même temps, il y a des très gros projets. Et donc, du coup, déjà, c'est pas un problème de projet. Par contre, il y a 3 parties. En conception, on va présenter son projet devant la commission qui va déjà toujours apporter des pistes d'amélioration. Après, en réalisation, pendant le temps du chantier. Et ensuite, 2 ans après, l'exploitation. Et c'est là aussi où moi, je viens d'en faire des commissions sur l'exploitation. Et c'est vrai que c'est pas évident parce qu'on se rend compte que ce qu'on a imaginé pour aller jusqu'au bout, il y a encore des améliorations à faire. Et souvent, moi, je vois, puisque maintenant je suis un peu âgée et ça fait maintenant 25 ans que je fais des projets pour des maîtres d'ouvrage publics. En fait, avant, on se souciait beaucoup moins qu'aujourd'hui de comment il est exploité, comment on va réduire les consommations, par exemple pour l'énergie, comment nos bâches d'eau, on est sûr qu'elles sont exploitées pour arroser nos terrains de foot. Donc, c'est un vrai souci. Et comme on sait qu'on va passer en exploitation, on ne va pas lâcher le projet. Et donc, même quand on est en partie, nous, on travaille avec notre équipe de maintenance, mais on ne les lâche jamais. On est jusqu'au bout ensemble. Et en fait, c'est des projets qui sont appropriés par une équipe. Et ça, c'est très important aussi parce qu'on n'est pas seul sur un projet. Et donc, pour en revenir à ces commissions, oui, pour la formation. Donc, le fait de passer devant des bureaux d'études structures, des bureaux d'études ingénieurs, des gens qui vont peut-être faire partie d'une… En fait,
chaque association, ces associations hein, qui sont financées par l'ADEME et par l'État, qui gèrent ces labels. Et donc c'est l'ADEME hein, souvent qui est à la source de tout ça. Et donc du coup, ça c'est pas parce que on a tel ou tel diplôme, c'est parce qu'on fait un projet et qu'on passe devant ses pairs. Et en fait, des fois, de passer devant ses pairs, ben on va plus loin. On va pas dire: «Bon, bah, lui, il va pas comprendre». Non, on a aussi des gens qui vont comprendre pour les techniciens et il faut que les élus viennent. Alors moi, j'ai eu plusieurs fois des maires qui sont venus dans ces commissions parce qu'en fait, quand ils se rendent compte que c'est vraiment intéressant, puis c'est vrai que de toute façon, l'écologie et le changement climatique, hein, c'est au cœur de nos projets, hein, de toute façon. Si on n'y va pas, ben, on n'arrivera pas à finir notre siècle, donc il faut à tout prix qu'on ça soit. Non, mais c'est les générations futures. Donc en fait, le fait d'être aussi avec les élus sur ces projets-là, ben, voilà, c'est pareil. On fait une équipe ensemble et je pense que tout est là pour arriver à réussir des projets. Alors, merci. Martin Dizière, justement, sur cet enjeu de formation, eu égard la transversalité donc de ces solutions techniques et de la coopération entre les acteurs qu'elle requiert hein, et que l'on a très bien perçu avec l'exemple du BDM. Qu'est-ce que vous souhaitiez justement ajouter, vous, sur cet enjeu de formation et l'impact qu'il a en termes de gouvernance? Oui, la première des choses, c'est pour moi, c'est sur la partie de commencer par se former sur les enjeux globaux, mais sur l'ensemble en fait du périmètre. C'est pour rebondir sur ce que vient de dire Véronique, où quelque part avec le BDM, on a une formation par les pairs ou par ces autour d'un projet et on crée cette connaissance commune. Ben, il est nécessaire aussi de la créer au sein de son territoire, donc au sein de sa collectivité, et de partir de ces enjeux globaux pour qu'ils soient vraiment appropriés, qu'ils puissent être une base pour donner du sens. Le deuxième point, pour moi, c'est de renverser la logique que l'on a actuellement, que l'on avait jusqu'à présent, d'une logique de toujours plus, et donc d'arrêter d'ajouter et de transformer, de se former sur des démarches de transition. Donc, j'en ai cité deux, la démarche de Négawatt ou la démarche éviter, réduire, compenser. Voilà, qui sont pour lesquels des formations existent et s'avèrent nécessaires. Le troisième, sur le management, pour mettre en œuvre la transition écologique, on va être obligé, on est obligé actuellement de travailler sur une nouvelle manière d'envisager notre management, un management plus transversal, plus participatif, coopératif. Et on a parlé pendant quelques années d'administration agile. Ça devient quelque chose qui doit vraiment se diffuser dans nos territoires et en particulier en se basant sur la confiance. Quel est le management par la confiance? Comment est-ce qu'on peut mettre en œuvre ce management participatif? Le quatrième point que je voyais sur la formation, c'est d'inscrire le, le, le territoire dans un récit qui permette de raconter une histoire. On mène beaucoup de projets, on peut avoir tendance à aller se perdre dans ce projet et raconter la transition écologique du territoire, c'est aussi raconter l'histoire pour son administration, mais aussi pour ses habitants. Et alors, il y a lors des dernières rencontres nationales de l'ingénierie territoriale, il y avait l'exemple de Maloney qui s'est beaucoup inspiré pas mal de communes, mais c'est peut-être un peu loin de la formation, mais c'était pour, pour aller un peu aboutir, en fait, de dire que ces formations-là, elles doivent nous permettre de construire des projets, de tisser petit à petit, un peu comme une chaîne, d'avoir un fil rouge, une continuité. Et le dernier point que je voyais, c'est que je trouve qu'il nous manque en France une école d'ingénieurs des territoires et des transitions. Alors, si on parle de formation, on a les INSET qui permettent de faire la formation continue et qui travaillent beaucoup sur
cette formation, alors là, très spécifique au niveau des territoriaux, mais on a des écoles d'ingénieurs de l'INSA, enfin qui vont former sur des spécialistes. Là, je pense qu'il serait très intéressant de voir émerger ou des masters ou des écoles, mais vraiment plus spécialisées sur comment est-ce qu'on construit la ville de demain, comment est-ce qu'on met en œuvre ces transitions. Alors, on vous demande, pardonnez-moi, je vous interromps, puisque justement, on est sur cet enjeu de qui forme et comment, qui former et comment. Quel est le rôle de l'association de l'AITF pour ces formations, et est-ce que les groupes de travail, hein, vous en animez tous les deux un, participent à cette formation, à la transversalité, enfin, ce que l'on vient de voir? Alors, sur les groupes de travail, je commence Véronique et après je te laisserai Oui. Sur les groupes de travail, oui, ça fait depuis 1 an et demi où on a mené une action, hein, de travail transversal entre tous les groupes de travail. On a travaillé sur la fresque du climat, sur la fresque de la ville et sur comment engager, créer des ponts entre nos 20 groupes de travail. Donc, je donnais les exemples, par exemple, eau, assainissement, espace vert, enfin, le bâtiment et Énergie. énergie. Voilà, il y a vraiment cette transversalité. Et puis, avec les INSET, en particulier de Montpellier et de Dunkerque, quasiment tous les groupes de travail sont associés avec les INSET pour construire Pour faire des des journées de ateliers, formation, en des journées fait. de On formation. propose des journées de formation avec les INSET, CNFPT, et du coup, eux, ils organisent et nous, on vient et on fait venir des gens qui sont compétents dans le domaine, voilà, pour faire des formations professionnelles. Donc. Mais c'est surtout les INSET et les CNFPT, et eux, ils nous font intervenir en tant que experts ou techniciens, voilà. Et ensuite, il y avait une autre question, où sont capitalisés les retours d'expérience? Oui, voilà, tout à fait. Alors, je là, voudrais, c'est vrai que c'est par territoire. Pardon. si vous le permettez, Madame Havet, on va terminer sur les formations et vous avez effectivement deux questions sur le label. On va prendre le temps d'y revenir parce que c'est important. Sur cette formation, donc en fait, si je reformule bien ce que vous avez dit tous les deux, la meilleure école finalement de formation à la transversalité, hein, c'est autour de ces projets, et vous donniez l'exemple des commissions dans le label BDM qui nous permettent d'être tous ensemble. Moi, j'ai une question à vous poser à tous les deux dans votre expérience, et puis les élus, est-ce que vous arrivez à les avoir dans ces moments finalement où on se forme entre pairs plutôt? Alors Martin Désir, je vous repasse la parole, et après Véronique Havet, je me retourne vers vous, et puis on pourra continuer justement sur les deux questions relatives au BDM. Alors clairement, ça fait partie des enjeux et on a souvent discuté avec le CNFPT pour se dire: «Est-ce qu'on peut associer des élus?» C'est pas forcément, c'est pas le rôle du CNFPT, hein. Les élus ont des centres de formation. Pourtant, on voit bien à quel point c'est nécessaire en fait d'avoir cette formation à la fois des ingénieurs et des élus sur la mise en œuvre. Mais pour l'instant, voilà, c'est quelque chose qui Pas manque. simple. C'est pas simple, ouais. Mais c'est vrai que du Alors, coup, pardon, allez-y. oui, juste peut-être ça, on arrive avec les régions, c'est vrai que dans Mhm. les différentes régions AITF, voilà, où il y a aussi des journées techniques portées par les sections régionales. Voilà, il y a de temps en temps sur certaines régions où, entre l'association des maires de France départementale et une section régionale, des projets, des journées techniques qui sont montés en partenariat. Très bien, merci. Alors, Voilà, avec le CNFPT. Donc, c'est monté en partenariat avec les CNFPT. Donc, c'est ouvert à tous, élus ou pas élus. Mais c'est vrai que les élus, en fait, eux, ils ont leur formation. Par contre, moi, juste pour revenir, en fait, nous, pour faire tous ces labels, il faut faire voter des chartes en conseil municipal ou en bureau métropolitain. d'accord. Donc, au moment où on vote les chartes, c'est le moment où on explique. Et du coup, derrière, ça permet de découler. Après, on fait les projets. Ils se rendent compte que les projets coûtent pas plus cher avec les labels que sans les labels. Mais par contre, ça fait travailler beaucoup plus de monde
aujourd'hui sur les sujets importants pour le changement climatique, quoi. L'eau, tous ces éléments, c'est vraiment tellement vital que voilà. Donc c'est vrai, le fait, c'est comme quand on fait des écoquartiers ou ce genre de choses, mais c'est plus léger. Mais c'est aussi des chartes et c'est aussi des choses comme ça qu'on signe ou qu'on vote Mhm. ou ou la cotisation qu'il faut voter en bureau métropolitain ou conseil municipal qui font que ça va permettre de donner un appui plus général. Il n'y a pas que les techniciens qui sont dessus. Alors, on va revenir aux questions qui sont relatives au BDM que vous avez présenté. On a une demande très précise et puis celle que vous avez mentionnée, où sont capitalisés les retours d'expérience de ces labels et quels sont les éléments qui différencient entre les médailles bronze, argent et or de ce label. Et on terminera, sauf si d'autres questions nous parviennent, sur le label fournisseur achat. Je me retournerai vers vous deux pour que vous puissiez me dire ce que vous en pensiez. Alors, qu'est-ce qui distingue les médailles bronze, argent et or? C'est souvent en fait, sur chaque cible, il y a un pourcentage atteint ou pas atteint. Alors des fois, on n'arrive pas, on a ciblé quelque chose et on se rend compte que, au niveau de l'exploitation, on n'y arrive pas, on restera sur un niveau bronze alors qu'on avait estimé au départ que c'était argent par rapport à la consommation d'énergie ou par rapport à, l'eau, on utilise plus d'eau que ce qu'on avait prévu. Voilà, c'est par rapport à ça, les médailles, c'est par rapport à un niveau, 75 points, c'est bronze, 100 points, c'est or, voilà, il y a des points qui sont donnés pour chaque, élément. Donc ça, c'est voilà et après, où sont capitalisés les retours, c'est plus difficile parce qu'en fait, moi, dans ma région, on a chacun nos projets, on va s'appeler, on va se demander comment on a fait, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de livre, il n'y a pas d'éléments aujourd'hui qui représentent toutes ces évolutions. Par contre, en allant aux commissions, les commissions, quand on adhère, vous pouvez y aller tous les mois, il y en a tous les mois, même si c'est pas sur vos projets. Donc moi, je sais qu'au début, j'y étais allée pour voir les projets des autres, mais je veux dire, ça permet, on peut y aller pour voir ce qui se passe, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de livre aujourd'hui ou d'éléments qui récapitulent tout ce qui se passe et c'est pour ça qu'il faut venir aux commissions. Et alors, Après allez-y. Pour les exemples de chartes, oui, c'est c'est des exemples de chartes, c'est des 6 cibles, sur tel projet qu'on va mettre en place, et donc il faut, comme c'est une adhésion à l'association qui fait, du coup, ça passe en conseil municipal, en bureau métropolitain. Voilà. C'est des chartes très simples, c'est, les 6 cibles qu'on met en place, c'est pas des choses compliquées. Alors, la dernière, ah oui, avez-vous des exemples de chartes? Alors continuez si vous avez 1 ou 2 exemples de chartes et je vous poserai la dernière question sur le label fournisseur et achat responsable. Je vous demande si vous avez des exemples. J'ai sur chaque projet, sur chaque projet, c'est adapté au projet. Donc, oui, je peux envoyer des exemples, mais c'est très approprié à chaque projet. Donc il n'y a pas de format type, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, Non, il n'y a pas de format type, chacun fait en fonction de son projet. Par exemple, moi, je vois, nous, on met beaucoup de nids de martinets dans nos projets parce qu'on a travaillé avec la ligne de protection des oiseaux, la LPO, et en fait, on a des gros problèmes de moustiques dans le sud. Donc, par exemple, les martinets, c'est des oiseaux qui mangent énormément de moustiques. Donc, en fait, on en avait beaucoup à l'origine sous les tuiles, quand on est à 5-6 mètres de haut. Donc, du coup, on en met dans toutes nos habitations. En fait, dans nos murs, on vient, par exemple, sur les derniers projets que j'ai faits, on a mis 30, c'était un parking, on a mis 30 nids de martinets en hauteur sur la rive avant la toiture, puisque ça nous permettra du coup de limiter le nombre de moustiques. Et donc aujourd'hui, on est à plus de 200 et quelques nids de martinets dans Toulon, par exemple, parce qu'on en met dans tous les projets. Parce qu'en fait, il y a un impact tout de suite. Et voilà, c'est juste des choses. C'est pour ça que c'est difficile. Il faut vraiment travailler avec les associations locales, voir ce qui est important sur son territoire. Voilà, faire territoire, comme le dit Martin, oui. Ouais, c'est pour ça que c'est vrai que c'est difficile, mais par contre, c'est bien parce que la LPO est très contente, on travaille avec eux, alors qu'avant, je veux dire, il y a 20 ans, quand j'ai commencé à travailler, quand on faisait de l'architecture des bâtiments, jamais on aurait travaillé avec la LPO, quoi. Donc voilà, c'est quand même des choses qui La LPO, changent. peut-être pour préciser si tous nos auditeurs et auditrices ne connaissent pas L'île de protection des oiseaux. Voilà, merci.
Voilà, et on se rend compte que la biodiversité est aussi au cœur pour la transition climatique, hein, parce que voilà, là c'est les moustiques, mais ça peut être d'autres choses, d'autres animaux, quoi. Alors, il nous reste 5 minutes pour répondre à la dernière question. Dans toute la logique que vous venez de nous expliquer pendant cette heure, hein, que pensez-vous du label fournisseur et achat responsable? Entre parenthèses, mais peut-être que vous la voyez, la question devoir de conseil, relations équilibrées, etc. On commence par vous, Martin, et on terminera par Véronique? Ou Alors, l'inverse, si vous le souhaitez. sur ce label, je regardais moi sur ce label achat responsable, est-ce que c'est bien le label relation fournisseur? Oui, Achat responsable label, que de pensez-vous du l'État? label fournisseur et achat responsable? Voilà. Donc clairement, je ne le connaissais pas. Donc là, je suis allé, quand j'ai vu la question, je suis allé voir sur le site et c'est vrai que ça reste une démarche où il y a, 2200 signataires, mais voilà, je pourrais pas trop, en dire plus, sauf peut-être que c'est peut-être bien de faire ce genre de label, mais il faut après les diffuser, il faut les porter à connaissance, voilà, en faire la promotion. Il ne s'agit C'est pas juste de faire un exactement label. Voilà. Pardon, hein, je suis désolée, je vous interromps, j'ai les retours. C'est exactement, finalement, l'un des commentaires que nous avons, Martin Dizière. Quel dommage que toutes ces bonnes pratiques ou ces labels, ces solutions ne soient pas valorisées au bénéfice Alors, de ouais, ce challenge partagé qu'est la transition écologique. voilà, il y a un portail quand même qui a été fait, qu'on peut mettre en avant, hein, c'est, Oui. France Ville Durable, qui est vraiment, tente de recenser justement les exemples de démarches durables au niveau national, portées par, le ministère de l'écologie. Mmh. Créer des labels, c'est bien, mais après voilà, il faut en assurer aussi heu, déjà faut voir l'intérêt, puis après en assurer la promotion. Mmh. Je sais pas si Véronique, tu Véronique, connaissais? voilà, avec Oui, ce oui, label. après c'est vrai que, souvent, oui, c'est par il y a il y a des portails au niveau national, oui, Oui, France Ville tout à fait. Durable, en effet, c'est un portail où des projets très intéressants qui sont remontés puisqu'en fait, souvent ces projets, c'est aussi des écoquartiers. Donc avec les écocités, il y a aussi une grosse diffusion, un gros échange donc de ces projets-là, oui. Et donc, Et sur le label fournisseur et achat responsable, vous avez plus d'éléments, Véronique Carré? Non, je le connaissais pas, mais je pense que c'est en fait aujourd'hui, on l'a dans nos nouveaux marchés, dans les collectivités, on nous demande de faire de l'achat durable et on Mmh. nous demande de mettre des critères. Donc je pense qu'on va aller de plus en plus sur ces éléments-là. Mais c'est vrai que celui-là, je le connaissais pas parce qu'en fait, nous, on travaille beaucoup avec des labels, faits par l'ADEME, avec l'État, tout ça. Donc là, ça doit être la même chose, mais c'est vrai que c'est pas voilà, je le connaissais pas non plus. Donc je pense que ça va répondre à nos demandes de critères développement durable qu'on met aujourd'hui, qui sont obligatoires et qu'on met dans nos marchés. Mais c'est Mmh. récent, hein, moi ça fait pas mmh longtemps qu'on l'en met. Mmh. et qui Et soit donc oui, et qui allez-y. soit un vrai voilà et qui soit un vrai levier en fait, justement pour mettre en œuvre cette transition écologique. Donc, aussi bien que ce soit des critères environnementaux, que des critères, de la clause sociale, et qui permettent aussi pas mal d'innovations, aussi bien, en permettant aussi de proposer des variantes. Donc, c'est vrai que c'est amené à se développer. Donc si ce label devient un label de référence et qu'on en assure, la promotion, je pensais par exemple, aux échanges qu'il y avait pu avoir avec le plan bâtiment durable, où il se posait la question, de promouvoir un label pour la mise en œuvre de la RE Du 2020. pisé? Ah oui, Non, les non, de la 2020. RE 2020 et d'arriver un peu comme on a le label BBC ou la maison passive, de se dire voilà, quel type de label? Donc je sais qu'ils étaient en train d'y travailler. Ça facilite la tâche parce que ça rapproche aussi bien, les élus, des techniciens et des habitants et des professionnels des entreprises en disant: «Voilà, on parle le même langage, on sait de quoi il s'agit, on rentre pas dans des calculs, très, technico-techniques, quoi». Mmh. Voilà, on a un label avec un niveau et ça permet de fédérer un peu tout le monde autour du projet, quoi. Très bien. Il me semble que nous n'avons pas directement répondu, corrigez-moi si je me trompe, mais en 30 secondes, où est-ce que nous pouvons retrouver les retours d'expérience sur le label BDM?
Suivant la région, il faut regarder, vous avez sur les sites pour la région PACA, vous allez le trouver sur Envirobat, qui est l'association qui gère. Pour Paris, c'est Ecopolis, où ils font de très beaux projets aussi. Pour l'Occitanie, en fait, aujourd'hui, c'est par région, il faut aller sur les sites. C'est le seul endroit où on est les éléments. Sinon, il faut s'adresser aux maîtres d'ouvrage qui ont fait les projets après. Très bien, je vous remercie. Il me reste 1 minute pour conclure et corriger une erreur, je crois, que j'ai commise en présentant le rapport d'études sur les collectivités et les élus face aux risques sur la transition écologique et climatique, au risque de mise en œuvre en l'occurrence, qui a été coélaboré avec le courrier des maires auprès de 355 participants en ligne grâce à InfoPro. Voilà, j'ai corrigé mon erreur de présentation tout à l'heure. Je ne pense pas avoir donné toutes ces informations. Alors malheureusement, comme je le disais, nous arrivons à la fin du temps dont nous disposions pour cette webconférence. Nous allons y mettre un terme. Pour tous ceux qui n'auraient pas eu réponse à leurs questions, VK continue à vous accompagner par le biais de son service VK Ligne Expert, qui vous permet de poser directement vos questions d'ordre juridique. Je remercie mes 2 intervenants. Merci Véronique Havé, merci Martin Dizière, ainsi que nos partenaires, l'AITF et SMAC l'Assurance. Je vous souhaite une très belle fin de journée.